Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, donc c'est pas facile de se faire un petit pouce. Nous sommes tous réunis aujourd'hui autour de Laurent, qui est le président de X-Surso, vous le connaissez tous maintenant, économiste de grand renom, et X96. Je tenais à le saluer et c'est pour ça que je fais cette introduction aujourd'hui en tant que vice-présidente. Donc je suis très heureuse que Laurent nous présente aujourd'hui les principaux éléments du rapport du groupe de travail de X-Surso sur la relance. C'est également l'occasion de lancer complètement aujourd'hui notre cycle de webinaires à la suite du premier cycle. Cette fois-ci, c'est un cycle donc sur la relance dans ce contexte de Covid-19. Je vais lui laisser la parole. Et encore merci à Laurent pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait. Et je vous demande, même si on est à distance, c'est pas facile de l'applaudir, mais au moins faites des gestes de votre main parce qu'il mérite franchement qu'on l'applaudisse pour tout ce qu'il a fait. Et on a fait 26 webinaires pendant la période Covid. Et là, on est sur la relance et on a vraiment besoin d'une bonne relance économique. Et merci à Laurent, vraiment. Merci. Voilà. Merci Laurent. Je lui laisse la parole. Merci Fabienne, c'est gentil. Bonsoir à tous. Donc, je vais partager mon écran et je vais vous présenter les principaux éléments de notre groupe de travail sur la relance. J'espère que vous m'entendez bien. Ça a l'air, je vois que personne, voilà, je vois Hubert qui fait un signe de la tête, donc c'est bon signe. Donc, vous voyez aussi bien mon écran? Ouais, c'est bon? Ok, excellent. Donc, voilà, je vais vous présenter quelques slides. Merci d'être là parce que c'est vrai que c'est aussi en ce moment que Olivier Véran va nous dire qu'est-ce qui nous attend à Paris. Est-ce qu'il y aura des nouvelles restrictions? On le saura dans peut-être 1 heure ou 2, voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il faut aussi parler de la relance. Alors, donc, aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs sujets. Alors, le cœur, c'est notre rapport sur la relance. Mais d'abord, je vais faire un bref rappel sur les mesures d'urgence et de soutien prises par la France. Un bref résumé du plan de relance, l'articulation avec le plan de relance européen, donc notre rapport sur la relance, les premières critiques du plan de relance et les prochaines étapes. Donc, alors, en termes de mesures économiques, donc, les mesures économiques au moment voilà, de la crise, donc c'est les mesures d'urgence et de soutien, ce que j'appelle les mesures d'urgence et de soutien. Donc, il y a des mesures sanitaires, confinement, restrictions. Il y a des mesures de renforcement des capacités du système de soins, donc plus d'argent pour la recherche, pour un vaccin, ainsi que pour les équipements médicaux. Et puis, les mesures de soutien économique, donc pour les entreprises et les emplois, donc 470 milliards d'euros sur 3 lois de finances rectificatives en 2020. Donc, les principaux, vous connaissez ça très bien, c'est les dispositifs d'activité partielle, qu'on appelle le chômage partiel. Après, il y a des fonds de solidarité, y compris pour les gens non salariés. Il y a le prêt garanti par l'État, donc le PGE, avec une enveloppe de 300 milliards d'euros, plus pour des montants moindres des réassurances pour l'assurance crédit et les crédits export, et des plans sectoriels, donc, qui ont été les dernières annonces de soutien sur plusieurs secteurs, l'hôtellerie, la restauration, l'aéronautique, l'automobile, le bâtiment, culture et événementiel. Donc, si je continue, le plan de relance lui-même. Donc, le plan de relance, donc ça, c'est septembre. Vous savez, il y a plusieurs centaines de pages. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui suivaient ça avec attention. Je sais que Bertrand Lépinois a regardé pas mal des docs qui sont sortis. C'est des longs documents et avec voilà, beaucoup de choses à synthétiser. Donc, moi, je suis en train d'écrire un papier, je n'ai pas fini encore, pour voilà, synthétiser quelques grandes idées du plan de relance française. Mais je vous donne un petit avant-goût. Donc, l'objectif, déjà, il y a plusieurs choses. Il y a des objectifs, des impératifs, des priorités, des thématiques. Donc, l'objectif, c'est de retrouver en 2022 l'activité de 2019. L'impératif, c'est l'emploi, avec notamment les jeunes et les chômeurs en priorité.
La priorité, c'est le passage à un modèle décarboné et compétitif pour notre économie. 3 grandes thématiques, l'écologie, la compétitivité et la cohésion. Alors, je ne vais pas détailler les mesures, vous les avez dans les différents documents, notamment le dossier de presse qui est déjà beaucoup plus synthétique que le document complet du plan de relance. Mais ce qu'on peut noter, c'est par exemple sur la compétitivité, il y a le mot relocalisation qui est mis en avant. Je continue. Alors, si on regarde maintenant les chiffres, donc les chiffres, on a 100 milliards d'euros sur 2 ans, dont 30 milliards destinés à l'écologie. Alors, on peut douter que ça soit sur 2 ans et pas plus, parce que la partie, disons, investissement, qui est l'essentiel du plan de relance, c'est des investissements. Dans le passé, on a vu que ça mettait plutôt 2, 3, 4 ans, et en général plus de 3 ans, à vraiment passer de l'idée au début de la phase d'investissement proprement dite. Donc ça, c'est un sujet important. Donc il y a plusieurs instruments de financement du plan de relance. Il y a dernière loi de finances rectificative pour 2020, le projet de loi de finances pour 2021 avec pour la première fois un budget vert. Donc là, on l'a vu parce que le projet de loi est sorti. Ensuite, les derniers composants du PIA, du programme d'investissement d'avenir, qui est issu des mesures de relance de la crise de 2009. Donc, ça ne nous rajeunit pas. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et le plan de relance européen. J'en parlerai un peu plus après. Donc, le suivi financier s'effectue avec la mission budgétaire unique relance pour 2021-2022, donc sur 2 ans. C'est une mission qui est sur 2 ans. Vous savez que depuis la loi organique sur les lois de finances de 2001, le budget de la France est organisé par mission. Sur une vingtaine de missions, il y en a une de plus qui se rajoute, qui est la mission relance. Alors, le plan de relance annonce que les remboursements des sommes engagées ne s'effectueront pas par des hausses d'impôts, mais par la croissance et les transformations engagées. Donc, certains en doutent, mais bon, c'est ce qui est annoncé. Donc, ça générera des profits qui permettront de relancer et une croissance supplémentaire qui permettra de rembourser de lui-même le plan de relance. Mais on peut douter de ça. Il y a aussi ce qui est mis en avant, c'est la possibilité de en fait, réaffecter les crédits. Donc, il y a une certaine flexibilité parce que si on regarde les documents du plan de relance, ce qui est mis en avant, c'est la rapidité d'exécution, la possibilité d'être très adaptable. Donc, en gros, si un ministère qui est en charge de gérer des investissements donnés du plan de relance est trop lent, eh bien, les crédits pourraient être alloués à un autre ministère. Et enfin, il y a plusieurs comités de suivi et de pilotage qui s'assurent de la qualité, vitesse, mise en œuvre du plan de relance. Ensuite, si on continue, l'articulation avec le plan de relance européen, donc ce qu'on appelle le NGEU. Alors déjà, au moment du printemps, au début de la crise, donc la clause pour récession sévère européenne a été mise en œuvre. Ça veut dire qu'il y a une possibilité d'échapper aux cibles budgétaires européennes. Donc, c'est pour ça que déjà, on pouvait creuser les déficits au-delà des 3% de Maastricht. Puis, il y a eu la possibilité d'utiliser les ressources des fonds structurels non utilisés. Donc ça, c'était un tout début, mais surtout, suite à une proposition franco-allemande, puis à une proposition de la Commission européenne, il y a eu un accord du Conseil européen le 21 juillet 2020 pour ce qu'on appelle le Next Generation European Union, ou NGEU, qui est ce fameux plan de relance européen de 750 milliards d'euros. Donc, vous savez que ça a donné lieu à des discussions difficiles avec un compromis entre les pays plus frugaux et les pays plus favorables à une relance par l'investissement. Donc, il y a en gros moitié-moitié de prêts pour l'utilisation de ces 750 milliards d'euros
et l'autre moitié de subventions. Donc exactement 360 milliards de prêts et 390 milliards de subventions. Les 750 milliards d'euros doivent être empruntés d'ici fin 2026. Donc la Commission a 6 ans à peu près pour emprunter, et pour rembourser, elle a beaucoup plus de temps parce que ça doit être remboursé d'ici maximum 2058. Donc, vous voyez, on se projette vraiment sur une dette sur très très long terme. Donc c'est vraiment des montants impressionnants qui, en lien avec le caractère exceptionnel de cette crise. Voilà, ce qui est exceptionnel, c'est le fait qu'il y ait des subventions. Donc il y a un emprunt commun de l'Union européenne qui donne lieu à des subventions. Donc qui abonde le budget européen, qui lui-même abonde des financements dans des secteurs touchés par la crise et des pays touchés par la crise. Donc c'est ça pour ça qu'on l'appelle exceptionnel. On le qualifie d'exceptionnel, ce plan de relance européen. Alors, pardon, je vais revenir en arrière. Tac. Donc, quelle est l'articulation du plan de relance français avec le plan de relance européen ? Donc, la suite de cette discussion. Alors, déjà, on peut noter que le plan européen, 30% des dépenses, ce qui est indiqué, doit aller pour l'objectif climatique. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et le gouvernement français l'a communiqué beaucoup. Il a même écrit dans les documents, notamment le dossier de presse, 40 milliards des 100 milliards du plan de relance français est tiré de la composante subvention du NGEU. Alors maintenant, si on regarde dans le détail, ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que les fonds versés par l'Europe à la France sont en fonction d'un plan national de relance pour la relance et la résilience. Donc, ça veut dire que la France va devoir défendre ses propositions en termes de mesures d'investissement, de relance auprès de la Commission européenne. Donc, elle devra présenter début 2021 à ses partenaires européens, à la Commission européenne, ce plan national. Et la Commission va les évaluer dans les 2 mois. Donc, et elle va les évaluer en fonction de certains critères. Donc, ces critères, c'est que ces investissements et ces réformes doivent permettre plus de productivité, une transition écologique et numérique et la convergence des économies européennes. Donc, on voit qu'entre les objectifs affichés par la France et les objectifs affichés par l'Union européenne, on a déjà un petit décalage. Donc, il faut… Alors, probablement… on va arriver à tirer 40 milliards des 100 milliards du plan de relance, 40 milliards de l'UE, des 100 milliards du plan de relance français, mais il va falloir quand même aller défendre à Bruxelles nos projets de relance. Alors, maintenant, si on parle de notre rapport proprement dit, donc là, je vais faire un court résumé. Donc, il est publié, il est sur le site d'X-Sursaut. Donc, la crise Covid, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un choc d'offres liées aux mesures de confinement, aux restrictions liées à la production et à la distribution, et plus généralement toutes les restrictions liées aux chaînes de valeur mondiales qui ont bloqué la production de beaucoup d'entreprises à travers le monde, et en France en particulier. Ensuite, il y a eu un choc de demande. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure de la crise, il y a eu des perspectives économiques dégradées. Et donc, on est sur ces 2 chocs simultanés. Donc, en France, avec le confinement, donc sur les environ 2 mois de confinement pleine puissance, il y a eu une perte d'activité d'environ 1/3 et on est revenu à 90% du potentiel de l'économie en juin. Mais on a certains secteurs d'activité comme le transport aérien, le tourisme, les services culturels qui ne sont attendus que très, très graduellement de retour à leur potentiel d'avant-crise. On peut voir par exemple les événements sportifs, Roland-Garros, 1000 spectateurs, alors que normalement, c'est 40 000. Donc, on voit qu'il y a un impact énorme sur beaucoup d'activités. Ensuite, on peut s'interroger sur l'impact sur la productivité et la profitabilité des entreprises du télétravail et des mesures, ce qu'on appelle mesures barrières sanitaires. Voilà, il y a certaines activités où… au lieu d'avoir une capacité de 100, il y a une capacité de 50 parce qu'il faut une distanciation sociale. Il faut 1,50 m entre 2 personnes assises dans une salle de spectacle, au théâtre, etc. Et alors, donc si on regarde l'actualité immédiate, avec la reprise du nombre de cas, est-ce qu'on s'achemine vers des nouvelles restrictions ?
parce que donc il y aurait un nouveau choc d'offres et en plus, on dégraderait les perspectives économiques à nouveau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut redouter. Et c'est vrai que quand on avait interrogé Patrick Artus, notamment une question d'Uber, c'est comment on fait un peu le compromis entre les mesures sanitaires et les mesures économiques. Est-ce que c'est possible? Et on voit que certains pays y arrivent. Donc, ça doit être possible, puisque la Corée, par exemple, y arrive très bien. Donc, c'est justement ça, ce qu'on peut regarder, c'est l'impact différencié de la crise selon les pays. Donc, en gros, pour faire simple, il y a des pays qui ont des confinements stricts, comme l'Italie, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, pas parce qu'ils l'ont voulu, mais parce qu'ils étaient obligés, parce qu'ils avaient pris des mesures tard et qu'ils n'avaient pas d'équipements médicaux suffisants. Et donc, ils ont été un peu contraints de ce confinement strict. Et c'est ça qui a complètement pesé sur leur activité économique, avec des récessions prévues en 2020 de l'ordre de 10% du PIB, contraction du PIB de 10%. Et dans le même temps, il y a eu des pays qui ont eu un confinement souple, donc ciblé, avec des mesures de tests massifs, de tracing ou de tracking, d'isolation, traitement précoce. On peut citer notamment Taïwan, Corée du Sud, Allemagne. Alors maintenant, quels sont les enjeux pour la relance? Donc, c'est le rapport proprement dit. Donc déjà, on peut regarder les différents horizons temporels. Donc à court terme, donc maintenant, il va falloir avoir une stratégie de déconfinement et d'éventuel reconfinement partiel pertinente, adaptée. Donc, il faut qu'elle soit efficace sanitairement, mais aussi qu'elle ne freine pas trop la reprise d'activité, la consommation, les déplacements. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est masques, dépistage, capacité sanitaire améliorée. Donc, beaucoup d'éléments de ce type qui permettent de être efficace sanitairement, mais aussi ne pas trop pénaliser l'activité. Et alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour aussi prolonger éventuellement tous les dispositifs d'urgence pour certaines entreprises. Peut-être que ça sera nécessaire. On voit que c'est déjà le cas dans certains secteurs. On voit que, par exemple, à Marseille, il y a 100% de couverture des salaires pour les restaurateurs. Donc voilà, l'État le fait. À moyen terme, c'est comment organiser la relance. Donc là, c'est l'horizon 2 ans, on peut dire. C'est l'horizon du plan de relance. Et un enjeu, c'est comment les 100 milliards d'épargne supplémentaires de 2020 vont bénéficier à l'économie française et pas aux importations. Parce que c'est vrai que malheureusement, les produits qui seront peut-être les premiers bénéficiaires du surcroît de demande, quand il y aura un peu plus de confiance et que les Français voudront désépargner, il y a un risque que ce soit des produits importés. Et à long terme, il y a toutes les réformes structurelles qui ont été commencées, mais qui ont été arrêtées, et comment on améliore l'efficacité de la dépense publique et le fonctionnement des différents marchés. Alors, donc j'ai parlé de le surcroît d'épargne, donc comment favoriser l'économie française. Et comment, deuxième sujet, et certains d'entre vous sont sûrement impliqués dans des conseils d'administration ou le suivi de certaines entreprises, on voit qu'il y en a beaucoup qui craignent des problèmes de liquidité en 2021, 2022, et ça va être un gros sujet quand on va réfléchir au débranchement et au remboursement, par exemple, du PGE. Donc, quand on va débrancher ces dispositifs, qu'est-ce qui va se passer? Alors, dans notre rapport sur le groupe de travail, on avait déjà dit que les mesures proposées en 2017, dans les 50 mesures pour la France, étaient toujours valables. Donc, je ne vais pas détailler, mais il y avait deux grandes questions. C'est comment saisir les opportunités économiques et réduire le chômage, comment redresser nos finances publiques. Donc ça, c'est sur ces deux sujets forts, les mesures d'amélioration de la compétitivité et de réforme de l'action publique restent bien sûr valables. Il y en a beaucoup qui sont listés ici. Je mettrai la présentation sur le site d'X-Sursaut, comme ça vous l'aurez tous. Ensuite, pour ce qui est des propositions des mesures de relance, donc on a, dans le groupe de travail, souhaité s'attacher à avoir une économie plus compétitive. Donc, une économie plus compétitive, c'est une économie qui est capable d'exporter, qui est capable de localiser des activités, qui est capable de bénéficier à la main-d'œuvre française et de produire en France. Alors, donc pour cela, on a
identifié deux thématiques. Donc, d'abord, retrouver notre souveraineté économique et développer un tissu économique plus compétitif et plus durable. Alors, il y a pas mal de mesures qui sont donc listées ici. Donc, voilà, je ne vais pas détailler, c'est dans le rapport, mais il y a sur la souveraineté économique, c'est souveraineté industrielle, souveraineté agricole, souveraineté numérique, souveraineté énergétique. Donc, on l'a vu avec les renouvelables, par exemple, sur la souveraineté énergétique, le nucléaire. Je sais, j'ai discuté avec des gens qui sont dans le nucléaire, ils sont déçus par le montant de l'investissement dans le nucléaire du plan de relance. Je ne sais pas ce qu'en pensera Antoine, ce qui est du solaire et des autres renouvelables, mais voilà, il y a déjà les arbitrages ont fait réagir déjà beaucoup de secteurs. Ensuite, un tissu économique plus compétitif et plus durable. Donc, on voit que, et ça, on sent que le gouvernement, les décideurs publics l'ont en tête, c'est que c'est l'investissement qui permettra de rendre notre économie plus compétitive. Donc, le plan de relance qui a suivi la crise de 2008-2009, c'était 1000 projets d'investissement pour 11 milliards d'euros. Et on voit que ça prend du temps parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore été mis en œuvre. Donc, on voit que ça prend du temps, l'investissement. Alors, comment faire des mesures pro-investissement? On l'avait discuté déjà dans les webinaires du printemps. Est-ce qu'il faut subventionner tous les investissements? Est-ce qu'il faut faire des projets d'investissement d'une taille certes importante, comme on parle de l'hydrogène? Alors, c'est vrai que l'hydrogène, c'est considéré comme un secteur d'avenir, mais combien de temps ça va prendre, on ne sait pas. Donc, voilà, il va falloir trouver des choses qui soient efficaces assez rapidement, mais aussi prometteurs pour le futur. Donc, ça va être un gros enjeu. Et il ne faut pas oublier les mesures sociales. Donc, c'est vrai que le gouvernement axe beaucoup sur les jeunes et les chômeurs, mais il y a aussi les quarantenaires, les cinquantenaires. Il va falloir faciliter leur reclassement. Il y aura des réaffectations sectorielles énormes, probablement, et comment les faciliter par la formation. Et ça va être un enjeu très important des prochains trimestres. Alors, on a aussi des mesures pour une économie plus soutenable. Donc là, on rejoint pas mal de ce qui a été dit dans le plan de relance du gouvernement. Donc, un dispositif d'évaluation du plan de relance sur l'environnement, un engagement environnemental adapté au secteur et sur les circuits courts, etc. Investissement dans les écotechnologies, valorisation et réhabilitation des friches industrielles. Donc, tout ça, c'est des mesures intéressantes et importantes. Ensuite, alors, ce qui est intéressant, c'est que, et ça, on va l'entendre beaucoup dans nos webinaires des prochaines semaines, c'est qu'il y a déjà des critiques du plan de relance, plutôt on peut dire des idées d'amélioration. Alors, un premier lot de critiques dit qu'avec les mesures d'urgence, de soutien, c'est qu'on reporte les réformes en France. Donc, j'en ai parlé pour le fonctionnement des marchés, la fonction publique. C'est sujet à critique, à débat, mais il y a aussi la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage. Il y en a qui disent que c'est pour un report pour le bien et d'autres que c'est au contraire, c'est pas un bon report. Voilà, mais bon, c'est un sujet important. Artus a fait un papier indiquant que la baisse des impôts de production était mal ciblée. Elle devait cibler la C3S et la taxe sur les salaires plus que la CVAE. Et que les investissements du plan de relance étaient trop longs à se réaliser. ECAL disait que la baisse d'impôts, des impôts de production, pèsera sur les finances publiques de manière permanente. Lui prône plutôt des baisses d'impôts temporaires. Donc, il y a un sujet, voilà, comment on structure les mesures, notamment fiscales. Christian Saint-Etienne, qu'on va recevoir le 12 octobre, indique, lui, que le plan de relance n'est pas assez incitatif et pas assez stratégique. Voilà. Compte tenu des compétences en France, compte tenu du tissu industriel français, il faut le repenser à cette aune-là. Alors, je mets la liste ici des membres contributeurs du groupe de travail sur la relance. Donc, je les remercie beaucoup. Il y en a quelques-uns là, Fabienne, Bertrand, Antoine et peut-être d'autres parce que je n'ai pas tout le monde à l'écran, donc je les remercie beaucoup. Voilà. Et puis alors, donc, quelles sont les prochaines étapes? Donc, on va essayer de mieux comprendre la situation économique. On va essayer d'analyser le plan de relance
de participer à son amélioration, discuter du rôle du commissariat au plan. Peut-être l'ont vu, François Bayrou a fait un discours au CESE où il a expliqué le rôle déjà des idées de son rôle comme commissaire au plan. Donc, c'était essayer de reprendre les principaux rapports publics des dernières années et de trouver les mesures clés à mettre en œuvre de manière rapide. Voilà, mais ça c'est quelque chose peut-être aussi à creuser. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis, je serai heureux de répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, merci beaucoup. Merci à Laurent d'abord. Merci à Laurent. Merci beaucoup. Merci Laurent. Voilà. Oui, absolument. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Laurent, je te laisse les prendre parce qu'il n'y en a pas trop pour le moment. Alors, dans le chat, donc je vois la grande faiblesse de ce plan est décisionnelle. C'est un paquebot alors qu'avec l'ensemble des incertitudes devant, donc c'est Raoul, avec beaucoup d'incertitudes devant nous, il faudrait plus de souplesse et moins d'opportunités aux passagers clandestins. Il faudrait libérer les initiatives et moins l'administration. Et l'analyse stratégique préalable est déficiente. Donc, merci Raoul, c'est des bonnes remarques. Donc, ça n'appelle pas de réponse, je pense, parce que c'est complet ce que tu dis. Ensuite, Bertrand, la sortie des PGE à 1 an ou 5 ans pourrait s'appuyer sur les prêts participatifs, enveloppe de 20 milliards d'euros. Donc, OK, parfait. Donc, c'est aussi une remarque. Et Bertrand, qui allait dans le sens. Relance est tellement administré avec de nombreux seuils et le risque d'avoir moins de projets que prévu. Ouais. Donc ça, c'est une des critiques fortes qui est faite. C'est est-ce que il y a un risque que il y ait peu de projets et que ces projets mettent du temps à être mis en œuvre. Donc ça, tout ça, c'est des très très bonnes remarques. Donc, je vois que Hubert lève la main. Donc, vas-y, Hubert, tu as la parole. Voilà. Bien, merci. Merci. Bravo pour ce travail. Je ne sais pas d'ailleurs ce que ça va donner. Est-ce qu'il va y avoir une publication de X-Sursaut à ce sujet? On l'attend. Il y a tout un tas de think tanks, comme on dit en franglais, qui travaillent, qui publient des choses, donc il faudrait qu'on le fasse. Mais alors, moi, je suis toujours sur ma faim quant à l'objectif que nous poursuivons. Et quand je vois ce que le gouvernement décide, j'ai l'impression qu'il est un peu comme le pendu qui gigote sur sa corde en croyant qu'il va se desserrer. La dernière décision qui me paraît extraordinaire et qui a été approuvée pratiquement à l'unanimité par l'ensemble de l'opinion, c'est d'augmenter considérablement les congés de paternité. Moi, je trouve ça absolument scandaleux. La France est un pays où on a déjà beaucoup plus de congés que la plupart des autres pays, où on travaille beaucoup moins. On va donc ainsi, et ce n'est pas les 500 millions d'euros que ça peut coûter à la sécurité sociale. Ce qui compte, c'est que ça va diminuer la capacité de travail du pays. Or, notre pays souffre, on le dit depuis longtemps, bien avant le Covid, d'un manque de compétitivité. Il vit au-dessus de ses moyens. Donc, donner des congés supplémentaires à des gens, c'est tout à fait honteux. C'est pas le moment. Maintenant, d'autres décisions récentes prouvent qu'elles étaient absolument inopportunes, comme la fermeture de Fessenheim, qui va nous obliger à acheter de l'électricité aux Allemands, indépendamment du fait que c'est de l'électricité carbonée. Ça veut dire que ça va encore augmenter notre déficit. Et puis, enfin, on parle de l'engagement de Macron de réaliser la quasi-totalité des conneries proposées par la Convention soi-disant citoyenne, de supprimer la publicité pour les avions ou les automobiles. Mais tout ça, c'est vraiment des choses qui n'ont rien à voir avec notre problème. Alors, quel est le problème de la France?
il faut avoir un objectif avant de chercher les moyens à le réaliser. Et même dans ton rapport, Laurent, on ne comprend pas bien l'objectif. Est-ce que c'est l'emploi, comme on dit partout? Non. Employer les gens, ce n'est pas du tout l'objectif. Depuis que Adam et Ève ont été chassés du paradis terrestre et condamnés à gagner leur pain à la sueur de leur front, notre objectif, c'est de travailler moins. Donc, créer des emplois comme sous la Convention, en faisant creuser des trous par des gens sur l'esplanade du Champ de Mars, qui seront bouchés par d'autres gens. Non, si les emplois ne sont pas productifs, ça ne sert à rien. Notre objectif, c'est de nous sortir du carcan qui fait que nous sommes dépendants de l'étranger. Et il ne faut pas confondre la dépendance globale qui se traduit par un déficit extérieur énorme avec la dépendance ponctuelle en matière de médicaments ou en matière de pétrole. Les médicaments, peut-être qu'on peut en fabriquer chez nous. Le pétrole, on pourrait d'ailleurs aussi, si on voulait bien creuser sous nos pieds avec le gaz de schiste qui est peut-être chez nous, mais nous sommes victimes d'engagements pris vis-à-vis des écologistes et malheureusement, c'est pas pour demain. Mais donc, diminuer notre dépendance, c'est produire plus en tenant compte de la théorie des avantages comparatifs. Donc, il ne s'agit pas d'être indépendant dans tous les domaines, ni en France, ni même en Europe, mais d'être excédentaire. Et pour ça, donc, avoir une productivité plus grande. Et en faisant attention, la productivité, qui est la production divisée par le nombre d'heures travaillées, est peut-être importante en France, mais elle est importante parce qu'on travaille peu. Donc, ce qui compte, c'est la production et pas la productivité. Voilà. Je crois qu'un autre objectif dont on parle beaucoup, c'est la transition écologique. Mais certes, il faut qu'on contribue à l'équilibre mondial de la planète, qu'on évite d'avoir, comme aujourd'hui, 6 mois sur 12 pendant lesquels, ou même plus que 6 mois, pendant lesquels on consomme plus que les ressources de la planète. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que X-Sursaut s'attaque à un autre ancien ministre de l'Éducation nationale qui se répand dans tous les journaux pour dire que cette notion de dépassement des ressources de la planète est une hérésie, que la planète est capable de nourrir encore plus de milliards de gens sans aucun dommage. On sait que tous les jours, des animaux, des insectes, des poissons, des arbres disparaissent. Et la raison principale, d'ailleurs, c'est mon dada, c'est la surpopulation de la planète qui augmente tous les jours. Et d'ailleurs, il est très curieux, je m'arrêterai sur ce point, que le Covid tue beaucoup de gens dans l'hémisphère nord, mais qu'en Afrique, apparemment, il n'y a aucune conséquence. Donc, ça va encore aggraver nos problèmes. Et donc, on doit se préparer à voir la Méditerranée traversée de plus en plus par des gens qui chercheront à vivre mieux chez nous. Merci et bravo. Merci Hubert. Tu parles de Claude Allègre, le ministre Non. Quel ministre Non. Quel ministre se dit, je sais, parce que je sais. Bon, tu me diras. Ok, ça marche. En tout cas, par rapport à tes remarques, questions, c'est quel est l'objectif? Nous, notre objectif, voilà, c'est de faire de notre mieux pour contribuer à quelques idées supplémentaires ou des idées d'amélioration du plan de relance. Voilà, on est un think tank, comme tu sais, bénévole. Tout le monde fait ça en plus de son travail et tout ça. Donc voilà, on fait avec nos moyens. Moi, j'essaye de faire. Voilà, déjà, il est publié sur le site d'X-Sursaut et j'en parle quand je vais à des réunions d'autres think tanks et j'essaye de présenter nos idées, nos propositions. Voilà, moi, je pense que
ça rejoint quand même tes idées. Hein. Une économie plus compétitive, c'est pour exporter, pour relocaliser. Voilà. Donc, c'est ça le point clé. Et je pense que ça va être ça beaucoup les webinaires. On va essayer de recueillir l'avis d'experts qui vont nous dire concrètement comment faire. Parce que, on a entendu Arnaud Montebourg. Voilà, lui, il est très dynamique sur le sujet, mais c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment en pratique comment relocaliser des activités vraiment rapidement en France. Et ça va être un des sujets qu'on va regarder. Voilà. Après, nous, on va continuer à analyser ce plan de relance, à faire avec nos petits bras ce qu'on peut. Et puis moi, je pense qu'on rejoint quand même les idées initiales de X-Urso, voilà, que tu avais cité, voilà, notamment d'être plus compétitif. Voilà. Sans oublier, je m'excuse, je peux reprendre. Vas-y, Oui, Hubert. sans oublier quand même le double déficit dont nous souffrons depuis des années, déficit public, déficit commercial, et en tenant compte du fait que certaines mesures qu'on prend peuvent avoir des effets seulement à long terme, mais ce n'est pas une raison pour ne pas les prendre. En matière de déficit public, on oublie que, je crois, 60% de nos dépenses, c'est des dépenses de redistribution. Et je crois qu'il n'est pas du tout question d'y toucher. Or, quand on voit qu'on ne diminue pas le nombre de fonctionnaires, si on ne touche pas aux dépenses de redistribution, on n'arrivera jamais à rééquilibrer nos comptes. Et si, comme on nous l'a promis, on n'augmente pas les impôts, je ne vois pas comment on arrivera à rééquilibrer nos finances. C'est vraiment un point essentiel, voir comment on rééquilibre les finances publiques. Et quant au déficit extérieur, si on ne travaille pas plus, on n'y arrivera pas. Et on nous dit, oh oui, mais on n'arrivera jamais à concurrencer les Chinois qui ont une productivité, une production très supérieure. D'accord, mais il faudrait aussi qu'on puisse concurrencer au moins les Allemands, nos concurrents proches, qui, eux, ont les mêmes avantages sociaux que nous, mais sont beaucoup plus travailleurs. Oui, bonne remarque. Non, mais ça, c'est sûr. Il faut pas qu'on parte perdu d'avance, parce qu'il va bien falloir qu'on reproduise en France et qu'on soit plus compétitif. Et on a l'innovation, notamment, comme moyen. Donc, Bertrand, tu as une question, c'est si la gestion sanitaire du Covid devait échouer, le plan de relance actuel serait strictement inefficace, puisque les entreprises sont à nouveau plantées pour de nombreux mois. Qu'en penses-tu? Effectivement, c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a une composante, on pourrait dire, sanitaire dans la relance économique. C'est qu'il faut aussi des mesures optimales pour à la coréenne ou comme à Taïwan, où ils arrivent à limiter l'impact économique des mesures sanitaires. Et ça, c'est vrai que nous, on a l'impression qu'en France, on les pense un peu indépendantes les unes des autres et qu'il faudrait des mesures économiques qui n'ont pas un impact, des mesures sanitaires efficaces, mais avec l'impact économique le plus limité possible. Et c'est par rapport à la question d'Hubert que tu avais posée à Arthus, c'est l'équilibre vie humaine et économie. Tu voulais réagir, Hubert? Ouais. Oui, il semble que plus de 80% des victimes du Covid sont des vieux. Et on pénalise toute la France, notamment les jeunes, pour protéger des vieux qui, de toute façon, mourraient peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, mais ça n'a rien à voir avec l'ensemble de l'économie. Moi, je serais partisan qu'éventuellement, on confine les vieux, mais qu'on foute la paix aux jeunes. En plus, ça permettrait d'avoir plus rapidement une immunité collective. Et donc, tout le monde serait content. En plus, le régime des retraites serait très rapidement rééquilibré. Donc, c'est l'optimum absolu. Et c'est un vieux qui le dit. Alors, et
as une remarque qui est difficile, c'est sûr, à dire pour un politique, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui attrapent 2 fois, 3 fois le Covid. Donc, l'immunité collective n'a pas l'air de marcher. Et on voit le pauvre Benoît Paire, notre joueur de tennis national, qui en est à son, je sais plus, 2e ou 3e Covid. Et voilà, et on a l'impression que l'immunité collective est une solution qui ne marche pas. C'est vrai que l'Angleterre comptait là-dessus et a fait marche arrière. Et d'un autre côté, on voit la Suède qui apparemment prend peu de mesures sanitaires. Voilà, donc Raoul le met, il le met dans ses remarques, et qui a moins de morts que nous. Voilà. Donc, c'est vraiment… c'est-à-dire que déjà, nos politiques, c'est pas ils ont du mal quand il n'y a pas d'incertitude ou peu d'incertitude, mais alors là, on est dans une incertitude, dans un flou complet. Mais là, j'écoutais une conférence d'un professeur de Stanford qui disait on n'a pas pris les bonnes mesures, un confinement généralisé au printemps, ce n'était pas la mesure qu'il fallait prendre, et que même en mars, avec beaucoup de sans recul, on aurait pu le réaliser. Et on le voit là parce qu'on est à peu près dans un état à peu près peut-être similaire à février ou début mars, et plus aucun politique, presque, à part Israël, qui a fait un nouveau confinement généralisé, mais c'est très très rare les pays qui envisagent un confinement généralisé. Donc c'est peut-être moins plusieurs pourcents de PIB qu'on a perdu. C'était probablement pas la mesure optimale à faire. Et on aurait peut-être sauvé autant de vies en faisant différemment. Donc voilà. Bon, pour garder le temps habituel de nos webinaires, je vais m'arrêter là. Je veux vous remercier beaucoup pour votre participation. Et nous, on continue. Voilà, le rapport, vous l'aviez déjà, donc je ne pense pas que je vous ai appris grand-chose aujourd'hui, mais c'était bien de faire un point et de se projeter en avant. On est encore dans la phase où on recueille des informations, des avis, des expertises, et j'espère qu'on aura une stratégie encore plus claire et évidente que notamment Hubert, tu achèteras, entre guillemets, pour ce qu'on peut faire pour contribuer, nous, à notre niveau avec Sursaut. Voilà, on aura Christian Saint-Etienne, on aura la représentante de l'association qui défend le tourisme en France, on aura des gens sectoriels, des économistes. Il y en a plein d'autres dans le pipe qui vont commencer. Quelqu'un voulait parler peut-être ? Non, c'était pour dire que le programme est tout à fait excitant, stimulant. Merci Bertrand, et merci aussi pour ton aide. Tu as aussi… Non. Bon, en tout cas, on continue et on va essayer d'en faire un ou deux par semaine dans les prochaines semaines. Formidable. Okay. Oui. Merci. Oui, super. En tout cas, merci beaucoup à tous. Et puis, donc, à très bientôt pour un prochain webinaire. Donc, c'est jeudi prochain avec un économiste brillant sur la relocalisation d'activités. Formidable. À bientôt. Merci. Ciao, Laurent. Au revoir, Laurent. Merci à tous. Merci.